Chers amis, bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver. Je vous dois d'ailleurs des explications parce que j'ai été absent presque un an, non pas pour des raisons de santé, contrairement à ce que disait notre ami Christophe André Maxime. Voilà, tout simplement, j'ai été absent à cause des mesures sanitaires que nous impose notre gouvernement. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments. C'est le numéro mars-avril 2021. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau des gens que vous connaissez. À tout seigneur, tout honneur, je commence par notre ami Pascal Esri, qui est le directeur de la rédaction d'Éléments. Bonsoir, bonjour Pascal. Bonsoir. Bonjour. Ensuite, François Bousquet, à côté de Pascal. Salut, François Olivier. Bousquet, rédacteur en chef d'Éléments et auteur, je crois que votre dernier livre, Courage, non, vous avez écrit depuis Coronavirus, Biopolitique du coronavirus. Voilà. Comme pour vous, Télétravail, Famille, Patrie. Télétravail, famille, patrie, c'est un programme. Ensuite, notre ami Patrick Luzinski, notre directeur artistique. Cher Patrick, bonjour. Et ensuite, Christophe André Maxime. Cette fois, je ne me trompe pas sur votre nom. Vous en êtes heureux, j'ai l'impression. Vous êtes bien aimable et on salue, on peut m'applaudir votre retour. Merci à vous, merci à vous. Alors aujourd'hui, le programme va être non pas chargé, je pense délicieux, formidable. Nous allons commencer par parler des miaou, miaou, waf waf ou rrr. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, des animaux, pas seulement des animaux domestiques, mais essentiellement, François Bousquet, les animaux sont au cœur de l'actualité, d'ailleurs pour des raisons sympathiques ou absurdes, parfois, que j'ai même vu des véganes qui manifestaient pour un monument aux morts pour les animaux morts à la guerre. Alors, de quoi s'agit-il dans ce dossier? Je crois qu'il y a d'abord, parlons de cet entretien un peu exceptionnel de Marine Le Pen, qui nous parle de ses chats et de son rapport aux bêtes. Pas que, c'est un dossier des animaux et des hommes. L'actualité, évidemment, c'est un entretien exclusif de Marine Le Pen, assez remarquable. Je dis assez remarquable, peut-être qu'assez étant trop, vraiment remarquable, puisqu'elle aborde toutes les questions, pas seulement la question animale, pas seulement la question antispéciste, mais enfin, elle se livre à des développements et des digressions anthropologiques, Marine Le Pen, philosophiques. Donc c'est un entretien substantiel qui a été mené par Pascal Esseric, donc le patron de la rédaction d'Éléments, et ça a été l'occasion, ça, et également la réédition, assortie d'une préface inédite d'un livre remarquable de Benoît, sorti sous le titre Des animaux et des hommes il y a une dizaine d'années, où il essayait de répondre à la question de l'antispécisme. C'est quoi l'antispécisme? C'est quoi l'animalisme? L'antispécisme, c'est une idéologie qui a été portée par Peter Singer, qui est une idéologie de la déconstruction, et en réalité, elle essaye d'appliquer au monde animal une grille de lecture antiraciste. En réalité, les hommes ont fait aux animaux ce que les blancs... Décolonial, presque. Décolonial, quasi. Ce que les blancs auraient fait, sont supposés avoir fait aux noirs, ce que les hommes sont supposés avoir fait aux femmes, eh bien, l'homme en général, l'homme générique, Homo sapiens, dans un processus de domestication qui remonte à la nuit des temps, globalement au paléolithique, depuis 10 000 ans, eh bien, on a mis sous servitude. On a fabriqué à travers l'animal domestique, l'animal de compagnie, l'animal d'élevage, un animal servile. Donc, il faut le libérer. En réalité, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de distinction. C'est là où on est vraiment au cœur de l'idéologie de la déconstruction. La déconstruction, c'est un processus d'indifférenciation. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'animaux. Il y a une seule et même chose, hybride. Mais face à cet antispécisme, je pense que la position d'Éléments est plus mesurée. Vous ne vous réclamez pas d'une domination absolue de l'homme sur les bêtes. Au contraire, nous, alors, on essaye de trouver un point d'équilibre. Il y a deux écueils à éviter dès lors qu'on aborde la question animale. C'est considérer qu'il n'y a pas de différence entre que l'homme est un animal comme les autres. Et l'autre risque, l'autre écueil, qui a été longtemps l'écueil pendant 2000 ans. De Descartes notamment. De Descartes, mais qui est inscrit dans le judéo-christianisme, puisque l'homme est fait à l'homme est fait à l'image de Dieu, mais l'animal non. Donc il y a une programmation pour être amené à considérer l'animal, c'est ce que fera le XVIIe siècle, la pensée mécaniste, comme un bien meuble, comme un bien servile, comme un bien qu'on exploite. Donc c'est les deux écueils à éviter, desquels on se garde. L'écueil d'hier, l'animal n'existe pas, ou existe peu, ou alors il n'est que servile, et l'écueil d'aujourd'hui qui est l'homme est un animal. Et en fait, le processus de déconstruction est un processus de déboulonnage. On déboulonne des statues, mais la première statue qu'on déboulonne aujourd'hui, c'est la statue générique de l'homme.
comme le disait Montaigne, aussi haut qu'on soit assis, aussi haut le trône sur lequel on est assis, on n'est jamais assis que sur ses fesses, sur son cul, dit Montaigne. Hein. Et c'est un processus de déchéance de l'homme dont on essaye de se garder. Et Marine Le Pen également, c'est là où l'entretien est frappant. Franchement, l'entretien, c'est l'entretien fleuve qu'a mené Pascal. Je vais lui laisser la parole à Pascal. Moi, je suis sidéré par la hauteur de vue que prend. Il m'est arrivé sur les antennes de TV Liberté et au bistrot, toujours du bien de Marine. Au bistrot de Martial d'émettre quelques réserves sur Marine Le Pen, le chef du Front National. Mais là, je veux dire, c'est vraiment, je suis bluffé. L'entretien est remarquable, il est exclusif. On l'a réduit en général à son amour pour les chats. Non, elle prend de la hauteur. Hein. Et on découvre d'ailleurs dans l'entretien, excusez-moi de vous interrompre, on découvre que Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on pouvait penser, est une lectrice. C'est-à-dire notamment d'Yves Christens, qui nous fera plaisir, que nous avons reçu ici, d'Alain de Benoît, évidemment, et d'un certain nombre d'auteurs. Ce qui est intéressant, c'est que elle fait bien la part des choses et la différence entre le point de vue d'Alain de Benoît et le point de vue d'Yves Christen. Yves Christen est quand même, en tant que biologiste, et il a une œuvre, hein, l'animal est-il une personne, il est peut-être au plus proche des idées antispécistes. Et elle fait bien cette distinction, preuve qu'elle l'a lu, preuve que... et c'est la raison pour laquelle l'entretien est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et l'autre dimension quelqu'un voulait agir? Non, parce que je voyais... Non, l'autre dimension dans le dossier, c'est Pascal, je me permets d'introduire, arrive à travers l'antispécisme, à travers l'idée qui est assez ancienne, qui est vieille de 2 à 3 siècles, on la trouve chez Rousseau. Si nous sommes une espèce carnivore, hein, et nous sommes une espèce omnivore, mais aussi carnivore, hein, nous avons des comportements prédateurs. Tout le XVIIIe siècle est travaillé par cette idée. Et ça va mettre encore... Le XVIIIe siècle a posé beaucoup de jalons pour la fin du XXe. Hein, et ça mettra 2 siècles à se déployer, à venir dans l'espace public. Aujourd'hui se pose la question sur laquelle Pascal Esséric a fait un papier remarquable sur la question de la viande synthétique. Hein, voilà, j'aimerais venir. Alors ça, j'aimerais entendre, François, j'aimerais entendre un petit instant Pascal sur la question, parce qu'on voit que ces braves antispécistes qui se réclament d'un certain écologisme, au fond, servent de caution à une forme assez effrayante d'artificialisation de la nourriture, notamment animale. Et en fait, ce sont les vidéo-études de l'agro-business, en quelque sorte. Alors, ça, c'est la conclusion. Oui, effectivement. Mais ils partent du présupposé, de mettre fin à la souffrance animale. Ça, pour eux, c'est la chose la plus importante. Et on voit bien que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont trouver tous les moyens technologiques pour mettre fin à cette souffrance animale. Et ils sont bien convaincus que les hommes continueront à manger de la viande. Et donc, ils vont essayer de trouver tous les subterfuges pour faire admettre cette viande de synthèse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que François parlait de l'idéologie des Lumières, hein, de Rousseau, et à sa suite beaucoup de Voltaire. Pour une fois réunis, Voltaire et Rousseau ont beaucoup travaillé sur la question. Et finalement, ça va être... ces présupposés vont être repris par, et c'est ce que je montre dans cette enquête, par les quarantenaires de la Silicon Valley. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vision. Tout à l'heure, vous disiez, ce sont des écologistes. Ce ne sont pas des écologistes. Ça, c'est vraiment, radicalement, ils ne sont pas écologistes. Le terme est de toute façon aujourd'hui tout à fait. Ils ne sont pas écologistes parce que ils mettent en avant, l'industrie et la manipulation génétique avant l'écologie. Donc, oui, mais au nom d'une défense. Tout à fait. Et d'un côté inclusif, aujourd'hui. Alors, Pascal, dans cet article sur cette viande synthétique, cellulaire. En fait, on a l'impression qu'il s'agit d'une viande criminelle, imaginaire, et qui fait office, ce que vous dites, de cheval de Troie du turbocapitalisme, en fait. Alors,
viande criminelle, c'est-à-dire que il va y avoir à la fois la viande de synthèse, alors là pour le coup avec manipulation enfin biologique, mais il y a aussi les viandes végétales, les viandes végétales au goût qui vont même arriver jusqu'à avoir le goût du sang. Est-ce que je peux vous arrêter parce que dans le dossier, il ne faut pas. Il y a une chose qu'on a négligée qui est dans le papier de Pascal et qui est une conséquence très lourde de la viande cellulaire. C'est un marché colossal qui est estimé à 180 milliards d'euros, sûrement 200 dans les 10-20 ans qui viennent. Contrairement à ce que tu as dit, Olivier, ils ne sont pas véganes, ce sont des zombies. C'est la Silicon Valley, ce sont des zombies. Ils sont trans, ils sont bi, ils sont anti-Trump, mais ils sont pas écolos, ils ne savent pas ce que c'est l'écologie. Mais la conséquence la plus lourde pour nous, moi qui vis dans la ruralité la plus profonde, c'est que c'est la disparition. Nous vivons dans un pire que ça. On vit depuis 10 000 ans, nous, Homo sapiens, dans le compagnonnage amical, servile des animaux. Il y a une désertification animale. Moi, il n'y a plus d'animaux chez moi. Il reste quelques chevaux. Des chiens. Des chiens, des animaux domestiques, des chats, mais la conséquence ultime de l'antispécisme et de l'animalisme, les animaux domestiques seront interdits, les animaux de compagnie seront interdits, il n'y aura plus de chats. Contre l'esclavage des animaux. On va libérer les chats de l'amour que nous leur portons. On va libérer les chiens. Donc on est en train de préparer l'âge de la grande solitude. Et de la grande séparation. Et de la grande séparation entre le monde animal. Pour reprendre d'ailleurs un titre de notre ami Hervé Juvin. Donc les conséquences sont lourdes. Il faut laisser à nos lecteurs. Je voudrais juste terminer sur le problème de la viande synthétique, c'est que là, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que les industriels, pour une fois, ont trouvé quelqu'un de formidable. Ça fait des années déjà que dans les surgelés, il y a quasiment plus de viande. On s'aperçoit, on ne sait même pas s'il y a de la viande de bœuf ou de la viande de cheval, etc. Et là, ils ont trouvé l'allié ultime. Ils vont pouvoir, de A à Z, organiser toute la filière alimentaire de l'homme sans les paysans. Exactement. Qui était quand même un peu la... Et au nom de la défense. Et au nom de la défense des animaux, etc. Alors, nous allons passer maintenant, parce que nous avons parlé d'animaux, et nous allons maintenant parler d'un porc. Même s'il n'est pas très gentil pour nos amis les cochons, parce que les cochons se comportent sans doute beaucoup mieux que cet homme-là, et puisqu'il s'agit, nous allons parler d'Olivier Duhamel, la fameuse affaire Duhamel. Nous disions en antenne qu'elle était assez révélatrice des mœurs d'une certaine caste, et en même temps assez révélatrice de la misère sexuelle aussi de cette caste. Qu'en pensez-vous? Et présentez-nous un peu, parce que vous avez écrit un article sur... Alors voilà, j'ai à la fois écrit un article et interrogé Frédéric Rouvillois, bien connu de nos services. Frédéric Rouvillois est professeur de droit public. Et comme en gros, il y a à peu près 800 profs de droit public en France, je me suis dit, il a dû le rencontrer une ou deux fois dans sa vie. Eh bien non, pas tout simplement parce que Olivier Duhamel, dès qu'on était à la droite de Rocard, on était blacklisté. Et notre ami Pascal Gauchon en a fait les frais. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il a sorti en décembre, donc un mois avant l'affaire, avant la révélation de Camille Kouchner et de son livre, il a sorti un roman policier aux éditions de la Nouvelle Librairie qui s'appelle Un mauvais maître. Et alors, moi, ça m'a frappé tout de suite. C'est-à-dire que la description qu'il a pu faire de son héros, qui s'appelle François Dénard, qui est un prof de droit public, et qui est au centre de tous les complots politiques, au centre de toutes les disons les à la fois les magouilles et puis un comportement personnel assez il concentre en lui toutes les tares de la gauche caviar, de l'arrogance à la de l'arrogance à la méchanceté, en passant par vous savez, c'est l'exclusion de toute pensée dissidente, etc. Et donc je l'ai interrogé. Ce qui nous permet d'avoir un tableau psychologique du personnage d'Olivier Duhamel, et en même temps
j'ai accompagné cet entretien qui me semble assez percutant. Là, Frédéric Auvillois, là, voilà, il se dévoile. J'ai accompagné donc cet entretien d'un article parce qu'une chose me frappe, c'est là, souvent, lorsqu'il y a eu cette révélation de Camille Kouchner, on s'est dit mais pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Alors que tout le monde savait, c'est le fameux pourquoi. Et en réalité, pourquoi ? Parce que personne ne s'est rendu compte que depuis une toute petite décennie, les enfants de ces maîtres du monde, de ces Duhamel, Oliven, enfin de toute la gauche caviar, n'arrêtaient pas de publier des livres règlements de compte. Et le dernier en date, mais des livres règlements de compte qui, au-delà de la question même de l'inceste, quand Camille de Toledo fait un livre, qui est le petit-fils d'Antoine Riboud, fait un livre il y a quelque temps, où il dénonce l'ambiance qui régnait chez lui, c'est qu'il y a quelque chose qui les travaille, toute cette génération. Quand Virginie Linhart fait l'effet maternel écrit l'effet maternel ou le jour où mon père s'est tu, Virginie Linhart est la fille donc de Roger Linhart qui était le grand maoïste français. Mais pas un maoïste mondain, il faut dire. Non, c'est un homme pas qui mais ça fait rien. Bout, hein, voilà. C'est-à-dire que et quand par exemple là, on vient de recevoir, moi je viens de recevoir Benjamin Oliven qui fait un livre contre l'art contemporain en se réclamant de Jean Clair. Je dis, mais il y a quelque chose de... Le père, hein. Il tue le père, tous ces gens-là tuent le père. Et en fait, que ça passe par l'inceste, ou même Raphaël Enthoven. Donc Raphaël Enthoven, il tue son père. Et en réalité, on assiste à la prise de pouvoir, enfin, en tout cas, oui, la prise de pouvoir d'une génération contre une autre. Je veux dire, dernière étape avant l'EHPAD pour la génération 68, ou l'euthanasie d'ailleurs. Ou l'euthanasie. Le fils et les fils d'eux et les filles d'eux tuent le père. Moi, ce que je trouve, vous allez peut-être réagir, moi, ce que je trouve étonnant dans ces révélations aussi, c'est de voir les mœurs, j'ai employé le terme minable, misérable, enfin, il faut citer pour nos téléspectateurs, par exemple, que quand Kouchner, donc le père de Camille Kouchner, revenait de ses aventures africaines, pour ne pas être embêté par ses enfants, leur donnait des somnifères, quoi, on en est là. Les paroles que dit cet horrible Olivier Duhamel à sa fille, se choquant de ses exhibitions dans la maison de Sanary, j'aimerais les répéter aussi, parce qu'elles valent leur pesant, j'allais dire de cacahuètes, mais enfin, c'est pas des cacahuètes, c'est plutôt du vomi. C'est avec les petites carottes qu'on fait les meilleurs ragoûts. Enfin, tout ça est misérable. Ces gens ne savent même pas se tenir. C'est-à-dire on n'est pas du côté de Barbe Bleue, on est du côté de gros dégueulasse, pour reprendre le titre et en plus c'est gros dégueulasse plus donneur de leçons. C'est Reiser plus Kouchner, enfin, en quelque sorte. Ça, moi, il me semble que le papier de Pascal apporte une dimension supplémentaire. Je suis comme d'accord avec toi, Olivier, tout ça c'est sordide, c'est l'entre-soi, c'est l'endogamie, l'inceste est généralisé en fait. Elle est à la fois métaphorique et réelle, mais elle est surtout métaphorique. Tout le monde couche avec tout le monde en fait. Divorcé, recomposé, etc. Mais il me semble que dans le papier de Pascal, il y a une dimension que moi je n'ai lu nulle part. C'est ce règlement de compte générationnel, tout en sachant que le pouvoir ne change pas de main. Le pouvoir passe des pères aux fils. Il est transmis à une autre génération. Mais qui est la même, sauf que c'est une génération morale. Enfin, elle aimerait être morale. Elle est pudibonde, elle est américanisée, elle est totalement abolitionniste, et elle se terrorise d'un rien. Mais l'ironie de la situation, c'est qu'est-ce qu'a fait 68 68, on a détruit le père. En 68, les manifestants promenaient l'effigie de Gaulle et ils la brûlaient. Donc on tuait c'est le meurtre du père. Donc les gens qui n'assumaient pas ce statut de père, Olivier Duhamel ou de mère, peu importe, l'épisier, ironiquement, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, sont renvoyés à leur déficience de père et de mère. Le livre de Linhart, Pascal m'alerte dessus depuis 7 à 8 ans. Tu m'as dit qu'à la fin, il faut en parler, elle a fait un documentaire fantastique, elle a interviewé tous les fils et filles d'eux. Tous, c'est fascinant, tous. C'est lapin. Les Ben Saïd, les autres, ils sont tous, parce qu'ils ont voulu jouer un rôle de camarade.
dans la piscine des Duhamel, on se tripotait. Les enfants, il y avait des jeux sexuels. Et tu me parlais d'un cas fascinant. Un gars qui est devenu homosexuel, il le dit parce que ma mère était une gouine rouge. Et ils ont mis en scène une émasculation symbolique des garçons. Il a 12 ans, le gars. Donc, c'est Mao Péninou, qui est le fils de Jean-Louis Péninou, qui est donc un des leaders. Oui, mais qui a appelé donc son fils Mao Péninou et qui raconte face caméra qu'il a été traumatisé, et il le dit face caméra, qu'il a été traumatisé un après-midi par une réunion organisée par sa mère, dont le programme était effectivement l'émasculation après le viol. Et donc il était tellement terrorisé. Il dit face caméra, je date mon homosexualité de ce jour-là. Et il a intériorisé son émasculation symbolique. Il le dit. Et quand on regarde un petit peu, et c'est ce qui est intéressant dans le documentaire de Virginie Linhart, c'est mai 68, les enfants. On peut le voir facilement, ce documentaire, Pascal, peut-être sur Internet? Non, je crois. Enfin, je crois pas qu'il soit sur Internet. On demandera. Mais elle passe comme ça en revue tous les enfants. Ils sont tous traumatisés. Je veux dire, c'est stupéfiant. C'est assez stupéfiant. Ils sont, comment dire, ils sont tous on le voit d'ailleurs dans l'opposé de. Bien, on le voit normal, même, il suffit de voir des entretiens avec Camille Kouchner. Elle a des tics, un bouton bizarre, etc. Enfin, je trouve qu'on sent qu'elle est traumatisée quand même. Moi par exemple, Mao demandait aux enfants de dénoncer les parents, et je pense que là, c'est Mao. C'est Pavril Mourouzov. Il y avait aussi un personnage comme ça. Vous avez vu que en fait, c'est les nouveaux gardes rouges. C'est fascinant. Vous avez vu que dans le Camille Kouchner fait ce qui pourrait passer, ce qui est quand même assez courageux, je ne sais pas, mais en tout cas qui est assez osé pour elle, et dans quel milieu elle vit. Enfin, c'est presque un éloge de son grand-père, le Georges, qui était un maurassien proche de l'Action française, et qui était bien évidemment la figure honnie de la famille. Le jour où elle apprend effectivement son suicide, de 2 balles, dit-elle, dans la bouche, ce qui est curieux, elle en est très chagrinée. Et on voit, il y a quand même ces 2 pages qui sont... Il y a quelque chose... personne n'en parle dans la presse, mais le lien avec Maurras est quand même très curieux, quoi. Voilà. Écoutez, il nous reste 4 minutes, donc on va peut-être passer aux derniers petits éléments de notre revue, au coup de cœur, puisque c'est un... Oui, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur Marie-France Pizier, puisqu'elle apparaît dans cette affaire. Et non, il faut absolument. Merci François d'avoir fait ce geste qui me sauve. Vous avez consacré un merveilleux article, cher Christophe, à un auteur qu'on ne va pas dire méconnu, mais quand même, Jean Mecker. Jean Mecker. Alors, parlez-nous de Jean Mecker. Alors, pour sortir un peu des thèmes finalement de puritanisme divers et variés sur la viande et les affreux jojos de la grande bourgeoisie intellectuelle française, j'ai voulu parler... non pas exhumer, mais rappeler à nos lecteurs et spectateurs donc cette double face de Jean Meckert, Jean Amila, qui est en fait un titi parisien devenu romancier qu'on découvre pendant la guerre et qui explose dans les années 40 de Grogne, de Hargne et de Gouaille. Donc Jean Meckert publie, son livre le plus connu s'appelle Les Coups, qui sort en 1942, il est exilé en Suisse. C'est une famille d'ouvriers, fils de fusillés de la guerre de 14. Donc c'est un nanar, ça fait partie de la littérature populiste. Donc Les Coups est un grand livre. J'ai voulu l'opposer à la figure de Céline, parce qu'on est un peu dans le même registre, dans un registre de tendresse crue, de violence, de révolte. Il a un style qui est très proche de l'oralité, non pas comme Céline, mais où il met en scène des petites gens et qui se débattent dans des thèmes et des difficultés sur l'isolement, la révolte, l'incommunicabilité. Et ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que il y a cette figure peut-être un peu plus bienveillante et directe
dans l'écriture de Jean Meckert. Par rapport à Céline, il y a quelque chose peut-être de plus, avec peut-être moins de cabotinage littéraire. Donc c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Il y a Les Coups. Il y a également L'homme au marteau, qui est un peu dans le registre de ce petit employé de bureau qui s'invente une liberté provisoire pour échapper, pour vivre. Et donc Jean Meckert comme Céline, leur grand propos, c'est l'enjeu du langage, la libération du langage, avec des gens qui sont prisonniers de leur petitesse, de leur névrose. Donc ce Jean Meckert-là, de ce nom-là, mais il a un pseudonyme qui s'appelle Jean Amila. Donc Jean Meckert, c'est la collection blanche de Gallimard. On peut d'ailleurs trouver Les Coups en folio. Absolument, en folio. Et donc, qui devient Jean Amila, qui est un pseudonyme qu'on trouve dans la série noire, qui fait des polars bizarres, des enquêtes, tout un mélange de choses. Donc, Jean Amila, c'est un petit jeu de mots sur Ami Lanard, puisque c'est un anarchiste, un anarchiste populaire. Et il y a des titres tout à fait réjouissants, comme Terminus Iéna, le boucher des Hurlus. Le boucher des Hurlus, des choses comme ça. Il a été scénariste pour Kayat, Nous sommes tous des assassins. Il a également couvert l'affaire, ça s'appelle l'affaire de l'URSS, qui est l'affaire Dominici. Donc à découvrir, Jean Amila, Jean Meckert. Il y a des titres son grand polar, c'est La Lune d'Omaha en Normandie, où c'est une espèce d'intrigue avec des soldats américains, des fossoyeurs normands. Donc découvrir Jean Meckert, Jean Amila. Vraiment, Merci, cher Christophe. On a encore quelques temps. Quelques coups de cœur. François Bousquet, un coup de cœur. Rapidement, c'est le livre de Bart van Loo sur les téméraires, donc c'est l'épopée des ducs de Bourgogne, quand les ducs de Bourgogne défiaient l'Europe. Livre génial. 200 000 exemplaires vendus en Europe, l'essentiel en Belgique, en Flandre, mais désormais en France également, mais aussi en Allemagne. Il renoue avec une histoire populaire, alors que c'est une histoire savante en même temps, avec un ton un petit peu à l'André Castelot ou à l'Alain Decaux. Ce livre génialissime, donc les téméraires, sur Charles le Téméraire, sur le Hardy, sur Jean sans peur, enfin bref, sur cette épopée d'un siècle, qui s'est faite en partie contre la France, et qui a inventé les plats pays. Génial, vraiment un livre génial. C'est rare de livres. Vive la Bourgogne alors. Et là, la France. Et la France, évidemment, mais c'est pas forcément contestable. On peut aussi être fasciné par l'épopée des téméraires. Il y a une friction entre les deux nations très forte au 14e, 15e, 16e. Alors, puisque vous avez dit Vive la France, moi, un coup de cœur pour Emmanuel Mouret, qui est un réalisateur tout à fait charmant, que j'ai découvert récemment à la faveur d'une rétrospective sur la chaîne franco-allemande bien connue Arte. Bon, alors, on est très loin de Schiappa, Duhamel et de tous ces gens. On est vraiment dans une élégance, un raffinement, un goût pour le beau langage et pour les hasards de l'amour. On est entre Sacha Guitry, à mon avis, et les premiers films de Truffaut. Donc Emmanuel Mouret, vous pouvez regarder, je crois, encore sur le site d'Arte. Je cite quelques titres de ces films: Caprice, Un baiser s'il vous plaît, ou Fais-moi plaisir, et Changement d'adresse. Et vraiment, je vous le recommande parce que ça a été des moments délicieux que j'ai passé avec Emmanuel Mouret. Patrick Luzinski, un coup de cœur ou un coup de gueule? Sauf pour dire que Les Téméraires, il y a un magnifique article, il est modeste, François, qui fait 4 pages dans le dernier numéro d'Éléments, et je suis dedans, et c'est vrai que c'est formidable à lire. Lisons Soyez téméraires, lisons Les Téméraires. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous retrouvons dans 2 mois, sans doute, si nous avons le droit de nous réunir et que nous ne nous sommes pas enfermés dans des chambres sous cellophane, mais nous l'espérons. Au revoir, bonjour, et bonjour chez vous, et bon courage. Au revoir.